Le rugissement du moteur Allison V12 remplit les oreilles du lieutenant James Howard alors qu'il saisissait les commandes de sa Mustang P51. Les vibrations parcouraient son corps, une sensation familière qui ne manquait jamais de déclencher une étincelle d'excitation dans sa poitrine. Mais aujourd'hui, cette excitation était teintée d'un puissant mélange d'anxiété et de détermination. En tant que l'un des premiers pilotes de chasse afro-américains de l'armée américaine, James savait que chaque mission était plus qu'une simple sortie. C'était une déclaration, un défi aux préjugés profondément enracinés qui l'avaient presque maintenu au sol. Nous étions en 1943 et le ciel de l'Europe était enflammé par la fureur de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour James et ses collègues aviateurs de Tuskegee, la bataille avait commencé bien avant qu'ils ne quittent le sol américain. C'était une bataille contre le scepticisme, contre le racisme systémique et contre les doutes qui avaient été implantés dans leur esprit par une société qui leur disait qu'ils n'étaient pas assez bons. L'esprit de James revint à son enfance à Macon, en Géorgie. Il pouvait encore sentir la chaude brise d'été sur son visage alors qu'il était allongé dans les hautes herbes, regardant les nuages passer au-dessus de lui. Même alors, il avait rêvé de planer à travers ces nuages, de ressentir la liberté que seul le vol pouvait apporter. Mais dans le sud ségrégué des années 1930, de tels rêves semblaient aussi lointains et inaccessibles que les étoiles elles-mêmes. Il se souvient du jour où il a parlé pour la première fois à son père de son ambition de devenir pilote. L'expression de fierté dans les yeux de son père avait rapidement cédé la place à un sourire triste et complice. « Mon fils », avait-il dit en posant une main calleuse sur l'épaule de James, « l'armée n'a pas de pilote de couleur. Ce n'est tout simplement pas ainsi que les choses se passent. » Mais James avait refusé d'abandonner son rêve. Il a dévoré tous les livres qu'il pouvait trouver sur l'aviation, passant d'innombrables heures à la bibliothèque locale, se penchant sur les manuels techniques et les biographies des pilotes. Il a construit des modèles raidis d'avions à partir de chutes de bois et de papier, testant leur capacité de vol en les lançant depuis le toit de la modeste maison de sa famille. À mesure qu'il grandissait, les dures réalités de la ségrégation devenaient de plus en plus évidentes. Il a regardé ses camarades de classe blanc discuter de leur projet de s'enrôler comme pilote, alors que lui devait se contenter d'un poste d'équipage au sol ou d'un service d'infanterie. L'injustice lui brûlait la poitrine, alimentant une détermination qui lui permettrait de surmonter les défis à venir. Lorsque la nouvelle du programme Tuskegee lui parvint pour la première fois, James ressentit un élan d'espoir comme il n'en avait jamais connu auparavant. Enfin, c'était là une chance de prouver ce qu'il avait toujours su. La couleur de sa peau n'avait aucune incidence sur sa capacité à voler. Il a postulé immédiatement, mettant toute sa passion et sa détermination dans le processus de candidature. Le jour où la lettre d'acceptation est arrivée était un jour que James n'oublierait jamais. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait l'enveloppe, osant à peine croire ce qu'il voyait. Alors qu'il lisait les mots confirmant son admission au programme, des larmes de joie coulaient sur son visage. Cette nuit-là, sa famille a célébré comme s'il avait déjà gagné la guerre à lui seul. Mais le véritable défi ne faisait que commencer. La formation à Tuskegee était brutale, conçue pour éliminer tous les candidats, sauf les plus déterminés. James est arrivé à l'aérodrome le premier jour, admirant l'avion étincelant et les instructeurs au visage sévère. L'air était chargé de tension et d'anticipation. De l'aube au crépuscule, James et ses camarades cadets ont été poussés dans leur retranchement. L'entraînement physique les a laissés épuisés, leur corps endolori par des pompes, des courses et des exercices de gymnastique sans fin. L'enseignement en classe a rempli leur esprit des subtilités de l'aérodynamique, de la navigation et des systèmes aéronautiques. Mais c'est dans le cockpit que James a vraiment pris vie. Il se souvenait encore avec une parfaite clarté de la première fois où il avait pris les commandes d'un avion. L'instructeur l'avait guidé à travers les vérifications avant vol, sa voix étant un bourdonnement régulier à l'oreille de James. Alors que le moteur rugissait, James sentit un frisson d'excitation parcourir son corps. L'avion a commencé à bouger, prenant de la vitesse à mesure qu'il descendait la piste. Et puis, d'abord presque imperceptiblement, les roues ont quitté le sol. À ce moment-là, alors que la terre s'effondrait sous lui, James savait avec une certitude absolue qu'il avait trouvé sa vocation. Tous les doutes, tous les obstacles, toutes les voix qui lui avaient dit que c'était impossible, s'évanouirent tous, ne laissant que la pure joie du vol. Mais le chemin pour devenir un Tuskegee airman était loin d'être facile. James a fait face à des défis non seulement dans les airs mais également au sol. Les instructeurs étaient durs, poussant les cadets à leurs limites et au-delà. Il y avait des moments où James se demandait s'il avait ce qu'il fallait pour réussir le programme.
Il se souvient d'une semaine particulièrement éprouvante où rien ne semblait aller comme prévu. Ses atterrissages ont été difficiles, sa navigation a été interrompue et il a eu du mal à suivre l'exigeante charge de travail académique. Tard dans la nuit, alors qu'il était assis à son bureau, penché sur ses manuels avec des yeux larmoyants, James sentit le poids de ses rêves s'écraser sur lui. Dans ce moment de désespoir, il pensait à sa famille restée au pays, à la communauté qui s'était ralliée à lui. Il pensait à tous les jeunes garçons et filles qui, comme lui, rêvaient de toucher le ciel. Et il savait qu'il ne pouvait pas abandonner, pas seulement pour lui-même, mais pour eux tous. Avec une détermination renouvelée, James redoubla d'efforts. Il restait éveillé tard pour étudier, passait des heures supplémentaires dans le simulateur et recherchait des instructions supplémentaires chaque fois que cela était possible. Lentement mais sûrement, ses compétences se sont améliorées. Ses atterrissages sont devenus plus fluides, sa navigation plus précise et sa compréhension des systèmes de l'avion plus complète. Au fur et à mesure que la formation progressait, James et ses camarades ont commencé à former une fraternité très unie. Ils partageaient les mêmes rêves, les mêmes combats et la même détermination à faire leurs preuves. Face au scepticisme et à la discrimination, ils ont trouvé la force l'un dans l'autre. James repensait souvent à ses séances d'études nocturnes, aux repas partagés dans le réfectoire et aux conversations tranquilles dans la caserne. Ils ont parlé de leurs espoirs pour l'avenir, de leurs craintes quant à ce qui les attendait au combat et de leur détermination à changer la perception des aviateurs afro-américains. Un souvenir est particulièrement marquant. C'était après une journée d'entraînement particulièrement éprouvante et le moral était au plus bas. Alors qu'il était assis dans la caserne, l'un des camarades de James, un jeune homme nommé Marcus, se mit à chanter doucement. C'était un vieux spirituel qui parlait de persévérance face à l'adversité. Un à un, les autres cadets se joignirent à eux, leur voix s'élevant en harmonie. Tandis que les dernières notes disparaissaient, James regarda autour de lui les visages de ses camarades. Il voyait dans leurs yeux le même feu, la même détermination inébranlable qui brûlait en lui. À ce moment-là, il savait qu'ensemble, ils pouvaient tout accomplir. Finalement, après des mois d'entraînement rigoureux, James et ses camarades cadets ont obtenu leurs ailes. La cérémonie de remise des diplômes a été un moment d'immense fierté, non seulement pour les nouveaux pilotes, mais aussi pour leurs familles et leur communauté. Alors que James se tenait au garde à vous, sentant le poids des ailes argentées épinglées sur sa poitrine, il ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les personnes qui lui avaient dit que c'était impossible. Il leur avait prouvé le contraire, et ce n'était que le début. Mais même s'ils célébraient leur exploit, James et ses collègues aviateurs de Tuskegee savaient que le véritable test les attendait. Ils étaient sur le point d'entrer dans une zone de guerre, confrontés non seulement au danger du combat aérien, mais aussi au scepticisme persistant de ceux qui doutaient de leurs capacités. Alors que James se préparait pour le déploiement, il a passé de longues heures à étudier des cartes de l'Europe, à mémoriser les caractéristiques des avions ennemis et à perfectionner ses compétences dans le simulateur. Il écrivait des lettres à sa famille, essayant de transmettre son mélange d'excitation et d'appréhension sans trop les inquiéter. Le jour du départ est arrivé trop tôt. Alors que James montait à bord du navire de transport qui le transporterait, lui et son escadron, à travers l'Atlantique, il jeta un dernier coup d'œil au littoral américain. Il ne savait pas quand ni s'il le reverrait, mais il était déterminé à rendre son pays fier, quel qu'en soit le prix. Le voyage fut long et tendu. Les attaques de sous-marins constituaient une menace constante, et l'exiguïté du navire ne contribuait guère à apaiser l'anxiété des hommes. James passait une grande partie de son temps sur le pont, à observer l'étendue infinie de l'océan et à réfléchir à ce qui l'attendait. Lorsqu'ils sont finalement arrivés en Europe, la réalité de la guerre les a frappés. Les bases aériennes étaient une ruche d'activité, avec des avions décollant et atterrissant à toute heure. Le bruit des explosions lointaines rappelait constamment le conflit qui faisait rage juste au-delà de l'horizon. La première mission de combat de James arriva plus tôt que prévu. Alors qu'il montait dans le cockpit de son P-51, il effectuait ses vérifications avant vol avec un soin méticuleux, parfaitement conscient que toute erreur pouvait être fatale. Son cœur s'emballa alors qu'il roulait vers la piste, mais dès qu'il fut en l'air, un sentiment de calme l'envahit. C'était pour cela qu'il s'était entraîné. La mission était une escorte de bombardiers, protégeant une formation de 17 forteresses volantes alors qu'elle se dirigeait vers une cible située au plus profond du territoire ennemi. Alors qu'il traversait l'espace aérien allemand, James scrutait constamment le ciel, à la recherche de tout signe de chasseurs ennemis. L'attaque fut soudaine et féroce. L'Allemand Messerschmitt 109 semblait surgir de nulle part,
plongeant à l'abri du soleil avec des fusils flamboyants. En un instant, le ciel devint chaotique. L'entraînement de James commença automatiquement. Il s'inclina fortement et se mit en formation avec ses camarades d'escadron. Le combat aérien qui s'ensuivit ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vécu à l'entraînement. La vitesse, le bruit, la menace constante de mort étaient accablantes. Mais alors que la bataille faisait rage, James se retrouva dans une étrange sorte de clarté. Le temps semblait ralentir et il devenait extrêmement conscient de chaque mouvement, de chaque changement dans l'air autour de lui. Il manœuvrait son Mustang avec précision, gardant toujours un œil sur les bombardiers qu'il était chargé de protéger. C'est au cours de ce ballet aérien effréné que James remporte sa première victoire. Il avait réussi à se mettre à la poursuite d'un Messerschmitt qui tirait sur l'un des bombardiers. En appuyant sur la gâchette, les armes de James prirent vie en rugissant. Il regarda ses traceurs trouver leur mare, déchirant le fuselage du chasseur ennemi. L'avion allemand a pris feu et s'est dirigé vers la terre. Il n'y avait pas de temps pour faire la fête. La bataille faisait rage, une danse mortelle d'acier et d'habileté au-dessus du paysage déchiré par la guerre de l'Europe. Au moment où ils retournèrent à la base, James était épuisé, sa combinaison de vol trempée de sueur. Mais alors qu'il sortait de son cockpit, il ressentit un sentiment d'accomplissement comme il n'en avait jamais connu auparavant. Cette première mission n'était que le début. Au cours des mois à venir, James et ses collègues aviateurs de Tuskegee effectueront d'innombrables sorties, escortant des bombardiers, mitraillant des cibles au sol et s'engageant dans de furieux combats aériens avec les meilleurs pilotes de la Luftwaffe. À chaque mission, leur réputation grandissait. Les équipages de bombardiers ont commencé à appeler les Red Tail Angels par leur nom, sachant que les aviateurs de Tuskegee resteraient à leur côté malgré la DCA la plus épaisse et les attaques ennemies les plus déterminées. C'était une source d'immense fierté pour James et ses camarades, sachant qu'ils ne se contentaient pas de combattre l'ennemi, mais qu'ils changeaient également de perception à chaque sortie. Mais la guerre était loin d'être facile. James a perdu des amis, a vu des avions s'effondrer en flammes et a vécu d'innombrables quasi-accidents. Chaque fois qu'il revenait à la base, il pensait à ceux qui n'étaient pas revenus, leur nom étant gravé à jamais dans sa mémoire. Une mission, en particulier, a marqué l'esprit de James. Il se trouvait profondément en territoire ennemi, escortant un bombardement crucial sur une usine aéronautique allemande. La flaque était intense, remplissant le ciel d'éclats d'obus mortels. Alors qu'il approchait de la cible, une formation de chasseurs Focke-Wulf 190 apparut, déterminée à briser la formation de bombardiers. Ce qui suivit fut l'une des batailles aériennes les plus intenses que James ait jamais connues. Le ciel était rempli d'avions qui se tournaient et tournaient, du rythme saccadé des tirs de mitrailleuses et de l'odeur âcre de la cordite. Au milieu du chaos, James se retrouve coupé de son escadron face à 3 chasseurs allemands. Avec une habileté née d'innombrables heures d'entraînement et d'expérience de combat, il se faufila dans le ciel, utilisant toutes les astuces qu'il connaissait pour échapper à leurs tirs et chercher un avantage. Dans un geste audacieux, il a coupé son moteur, permettant à sa Mustang de caler. Alors qu'il tombait du ciel, les pilotes allemands l'ont dépassé. En un instant, James redémarra son moteur, se stabilisa et se retrouva derrière la formation ennemie. Ses canons rugirent et 2 des chasseurs allemands tombèrent du ciel coup sur coup. Le pilote ennemi restant, pris au dépourvu par la manœuvre audacieuse de James, rompit l'engagement. Alors que James se regroupait avec son escadron, la nouvelle de son incroyable exploit se répandit rapidement. Il avait à lui seul inversé le cours de la bataille, sauvant non seulement lui-même mais également plusieurs bombardiers. Cet épisode n'était que l'un des nombreux épisodes qui ont consolidé la réputation des aviateurs de Tuskegee. Leur bilan parlait de lui-même avec plus de 900 victoires au combat, plus de 150 avions ennemis détruits au sol et la distinction de ne jamais perdre un seul bombardier sous leur protection sous le feu ennemi. Mais malgré tout leur succès dans les airs, les aviateurs de Tuskegee ont toujours dû faire face à des batailles au sol. La discrimination était constante, même s'ils risquaient leur vie pour leur pays. James se souvenait de la douleur de s'être vu refuser l'entrée au club des officiers de la base, d'être contraint d'utiliser des installations séparées et de devoir constamment faire ses preuves d'une manière que ses homologues blancs ne faisaient jamais. Un incident, en particulier, est resté gravé dans sa mémoire. Après une mission réussie, James et un groupe de ses collègues aviateurs de Tuskegee s'étaient rendus dans une ville voisine pour prendre un verre de fête. Lorsqu'ils entrèrent dans le pub local, la pièce devint silencieuse. Le propriétaire, un homme costaud au visage comme du cuir patiné, s'approcha d'eux avec un air renfrogné.
« Nous ne servons pas votre espèce ici », grogna-t-il en désignant la porte. James sentit une colère familière monter dans sa poitrine, mais avant qu'il puisse répondre, l'un de ses coéquipiers s'avança. C'était Marcus, le même homme qui leur avait remonté le moral avec des chansons pendant l'entraînement. « Monsieur, dit Marcus, sa voix calme mais ferme, nous revenons tout juste d'une mission visant à protéger vos garçons en Allemagne. Nous avons risqué nos vies pour assurer leur sécurité. Maintenant, nous ne demandons pas de traitement spécial. Nous demandons juste à boire, comme n'importe quel autre soldat. » Le propriétaire du pub hésita, visiblement partagé entre ses préjugés et la vérité indéniable des propos de Marcus. Après un long moment, il s'écarta, leur permettant d'entrer. Ce n'était pas une grande victoire, mais c'était un petit pas en avant, l'un des nombreux que les aviateurs de Tuskegee feraient pendant et après la guerre. À mesure que le conflit en Europe s'intensifiait, les exigences imposées à James et à ses collègues pilotes augmentaient également. Les missions sont devenues plus longues, les cibles plus lourdement défendues et les enjeux toujours plus élevés. Mais à chaque sortie, les aviateurs de Tuskegee ont prouvé à maintes reprises leur valeur. James pouvait se souvenir d'innombrables moments de terreur et de triomphe. Il fut un temps où l'avion de son ailier fut touché par la DCA, l'obligeant à sauter au-dessus du territoire ennemi. James avait fait le tour de la zone pendant des heures, appelant les coordonnées des secours, refusant de laisser son camarade derrière lui-même si son carburant était dangereusement bas. Ensuite, il y a eu la mission au cours de laquelle ils ont rencontré l'un des nouveaux chasseurs à réaction allemands, le Messerschmitt 262. La vitesse incroyable de l'avion ennemi les avait tous surpris, mais grâce à leurs compétences et à leur travail d'équipe, ils avaient réussi à déjouer et finalement à abattre le chasseur avancé. Mais la mission la plus mémorable a peut-être eu lieu vers la fin de la guerre. Il s'agissait d'une escorte à longue portée qui les emmenait au cœur de l'Allemagne. À l'approche de Berlin, le ciel semblait éclater de tirs antiaériens. À travers le chaos, James repéra une formation de combattants allemands qui se dressait à leur rencontre. Ce qui suivit fut l'une des plus grandes batailles aériennes à laquelle James ait jamais participé. Le ciel était rempli d'avions, les tirs traceurs s'entrecroisant selon des schémas mortels. James ne compte plus le nombre d'engagements auxquels il a participé, son monde se limitant au cockpit de sa Mustang et à la situation tactique en constante évolution autour de lui. À la fin de la bataille, les aviateurs de Tuskegee avaient remporté de nombreuses victoires, mais non sans conséquences. Plusieurs de leurs pilotes avaient été abattus et de nombreux avions survivants rentraient chez eux en boitant avec les dégâts de combat. Alors que James guidait sa Mustang battue vers la base, il ressentit un mélange d'épuisement, de chagrin pour ses camarades tombés au combat et de fierté pour ce qu'il avait accompli. Cette mission sera plus tard reconnue comme l'une des contributions les plus importantes des aviateurs de Tuskegee à l'effort de guerre. Leurs actions avaient non seulement protégé les bombardiers, mais avaient également porté un coup dur à la capacité de la Luftwaffe à défendre l'espace aérien allemand. Alors que la guerre en Europe touchait à sa fin, James se retrouva à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Les dangers qu'il avait affrontés, les amis qu'il avait perdus, les barrières que lui et ses camarades aviateurs de Tuskegee avaient brisées. Tout cela semblait se fondre dans une tapisserie d'expériences qui l'avait changé à jamais. Lors de leur dernière mission, alors qu'il escortait des bombardiers au-dessus des ruines de Berlin, James ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Ils avaient fait ce que beaucoup pensaient impossible. Ils avaient non seulement fait leur preuve en tant que pilotes, mais étaient également devenus l'un des groupes de chasseurs les plus respectés de toute l'armée de l'air. Alors que James ramenait sa Mustang à la base pour la dernière fois, il pensait à l'avenir. La guerre touche à sa fin, mais il sait que la lutte pour l'égalité est loin d'être terminée. Les aviateurs de Tuskegee avaient ouvert les portes, mais ce serait à eux et aux autres de veiller à ce que ces portes restent ouvertes. Le retour aux États-Unis a été une expérience douce amère pour James et ses collègues aviateurs. Ils ont été accueillis comme des héros par certains et leurs réalisations ont été célébrées dans les journaux et les actualités. Mais ils sont également retournés dans un pays encore profondément divisé sur le plan racial, où leur statut de héros de guerre ne les a guère protégés des indignités quotidiennes de la ségrégation. James se souvient très bien du jour où il a essayé d'acheter une maison dans un quartier de banlieue, pour ensuite se faire dire que le quartier n'était pas ouvert aux familles de couleur. L'amère ironie d'être jugé inapte à vivre dans un quartier pour lequel il avait risqué sa vie pour protéger ne lui a pas échappé. Mais plutôt que de laisser ces expériences l'aigrir, James a choisi de les utiliser comme moteur du changement. Comme beaucoup de ses collègues aviateurs de Tuskegee, il s'est activement impliqué dans le mouvement naissant des droits civiques. Ils ont utilisé leur statut de héros de guerre pour dénoncer l'injustice
témoigner devant le Congrès et utiliser leurs expériences pour souligner l'absurdité de la ségrégation. James se retrouvait souvent à prendre la parole dans des écoles et des centres communautaires, partageant ses expériences avec des jeunes. Il leur parlait du plaisir de voler, de la terreur du combat et de la fierté de servir son pays. Mais il parlait aussi franchement des défis auxquels il avait été confronté, tant dans la vie militaire que civile. « Nous n'avons pas seulement mené une guerre, disait-il à son public captivé. Nous nous sommes battus pour notre droit de nous battre. Nous nous sommes battus pour prouver que le ciel appartient à chacun, quelle que soit la couleur de sa peau. » Au fil des années, James a observé avec un mélange de fierté et de frustration le pays commencer lentement à changer. Le mouvement des droits civiques a pris de l'ampleur et progressivement, les barrières juridiques de la ségrégation ont commencé à tomber. Mais il savait très bien que changer les lois n'était que la première étape. Changer les cœurs et les esprits prendrait beaucoup plus de temps. James a continué à voler dans la vie civile, travaillant comme instructeur de vol et plus tard comme pilote professionnel. Chaque fois qu'il prenait son envol, il se souvenait de ses jours difficiles en Europe, des amis qu'il avait perdus et des batailles qu'il avait gagnées. Mais il ressentait également un sentiment d'espoir, sachant que sa présence dans le cockpit témoignait du chemin parcouru. En 1948, lorsque le président Truman publia le décret 99-81, déségrégant l'armée américaine, James ressentit un élan de fierté. Les luttes des aviateurs de Tuskegee ont joué un rôle important dans la réalisation de ce changement. C'était une validation de tout ce pourquoi il s'était battu, tant dans le ciel européen que dans les années qui ont suivi leur retour. En grandissant, James s'impliqua de plus en plus dans la préservation de l'héritage des aviateurs de Tuskegee. Il a travaillé sans relâche pour garantir que leur histoire ne soit pas oubliée, s'exprimant dans les écoles, participant à des documentaires et plaidant pour la reconnaissance officielle de leurs contributions. En 1995, les efforts de James, ainsi que ceux de ses camarades aviateurs de Tuskegee, portèrent leurs fruits lorsque l'armée de l'air américaine ouvrit le lieu historique national des aviateurs de Tuskegee. Debout à la cérémonie d'inauguration, entouré de ses anciens camarades, James a ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Leur histoire serait préservée pour les générations futures, témoignage de ce qui pourrait être accompli face à l'adversité. Mais les moments les plus significatifs sont peut-être survenus lorsque James a rencontré de jeunes pilotes afro-américains, des hommes et des femmes qui avaient été inspirés par l'héritage des aviateurs de Tuskegee pour poursuivre leurs propres rêves de vol. Il se souvient d'une rencontre particulièrement poignante avec une jeune femme qui venait tout juste de sortir diplômée de l'Académie de l'Air Force. « Monsieur », avait-elle dit, les yeux brillants d'admiration, « je voulais vous remercier. Votre histoire, celle des aviateurs de Tuskegee, m'a inspiré à devenir pilote. Vous avez ouvert la voie pour nous tous. » À ce moment-là, James sentit le poids de ses expériences, à la fois les triomphes et les difficultés, se mettre en place. Il réalisa que le véritable héritage des aviateurs de Tuskegee ne résidait pas seulement dans les batailles qu'il avait gagnées pendant la guerre, mais aussi dans les batailles qu'il avait aidé les générations futures à gagner. Alors qu'il entrait dans ses années crépusculaires, James se retrouva à réfléchir de plus en plus à ses expériences. Il pensa au jeune homme qu'il avait été, plein de rêves et de détermination, face à un monde qui semblait déterminé à lui couper les ailes avant même de pouvoir quitter terre. Il pensait à la terreur et à l'exaltation du combat, aux liens tissés avec ses camarades aviateurs et à la longue lutte pour la reconnaissance et l'égalité qui avait suivi. Mais il pensait surtout à l'avenir. Il a regardé le monde qui l'entourait, combien de choses avaient changé et combien il restait encore à faire. Il a vu des pilotes afro-américains commander des navettes spatiales, diriger des équipes de voltige aériennes et gravir les échelons les plus élevés de l'armée. Et il savait que, d'une manière ou d'une autre, lui et ses camarades aviateurs de Tuskegee avaient contribué à rendre cela possible. Au cours de ces dernières années, James est devenu un conférencier recherché, partageant ses expériences avec des publics à travers le pays. Il a pris la parole dans des universités, lors de spectacles aériens et dans des académies militaires, ses paroles comblant le fossé entre le passé et le présent. Il apportait souvent avec lui sa vieille veste de vol, au cuir usé avec le temps, et l'écusson de l'escadron encore éclatant sur le tissu délavé. Un jour, alors qu'il s'adressait à un groupe de jeunes cadets de l'Académie de l'Air Force, un jeune homme lui posa une question qui le fit réfléchir. « Monsieur, » a déclaré le cadet, « avec toute la discrimination à laquelle vous avez été confronté, tous les obstacles que vous avez dû surmonter, cela en valait-il la peine? Feriez-vous tout cela à nouveau ?» James resta silencieux pendant un moment,
son esprit remontant au fil des années. Il pensait aux amis qu'il avait perdus, aux combats qu'il avait menés dans les airs et au sol. Il pensait à la douleur de la discrimination et à la frustration de devoir constamment faire ses preuves. Mais il a ensuite pensé à la joie de voler, au sentiment d'accomplissement que procure le fait de briser les barrières et au fait de savoir qu'il avait contribué à ouvrir la voie aux générations futures. Il pensa à tous les jeunes pilotes qui avaient suivi les traces des Tuskegee Airmen, atteignant des sommets qui auraient été inimaginables dans sa jeunesse. « Oui, dit-il finalement, sa voix ferme et claire. Oui, je recommencerai. Parce qu'à chaque fois que je prenais mon envol, à chaque fois que j'affrontais un combattant ennemi ou un officier fanatique, je ne me battais pas seulement pour moi-même. Je me battais pour chaque personne qui avait déjà eu un combat. On m'a dit qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose à cause de la couleur de leur peau. Je me battais pour l'avenir. » Il s'arrêta, regardant la mer de jeunes visages devant lui. « Et cet avenir, c'est toi ?» a-t-il poursuivi. « Vous êtes l'héritage des aviateurs de Tuskegee. Chaque fois que vous enfilez cet uniforme, chaque fois que vous prenez votre envol, vous poursuivez le travail que nous avons commencé. Alors souvenez-vous de notre histoire, pas seulement comme un morceau d'histoire, mais comme un défi pour continuer à avancer, à continuer de briser les barrières. » Alors que James finissait de parler, l'auditoire a éclaté d'applaudissements. En regardant le groupe diversifié de cadets devant lui, il a ressenti un sentiment d'espoir pour l'avenir. Le chemin n'a pas été facile et il reste encore beaucoup de travail à faire, mais des progrès ont été réalisés. Les rêves qui semblaient si lointains dans sa jeunesse sont désormais à la portée d'une nouvelle génération. Dans les années qui ont suivi, James a continué à partager son histoire, même si l'âge commençait à le ralentir. Il a observé avec fierté la contribution des aviateurs de Tuskegee à une plus grande reconnaissance. En 2007, il était présent au Capitole des États-Unis lorsque les aviateurs de Tuskegee ont reçu collectivement la médaille d'or du Congrès, la plus haute distinction civile décernée par le Congrès. Debout dans la rotonde, entouré de ses camarades aviateurs et de leurs familles, James a ressenti le poids de l'histoire. En écoutant les discours et en regardant la remise de la médaille, il ne pouvait s'empêcher de penser à tous ceux qui n'avaient pas vécu jusqu'à ce jour. Il pensait aux jeunes hommes qui avaient donné leur vie dans le ciel de l'Europe, aux camarades décédés au fil des années, sans savoir si leur sacrifice resterait gravé dans les mémoires. Mais en regardant autour de lui les visages des jeunes présents, dont beaucoup étaient des pilotes afro-américains et des professionnels de l'aviation, il savait que leur héritage perdurait. Les aviateurs de Tuskegee n'avaient pas seulement marqué l'histoire, ils en avaient changé le cours. Alors que James atteignait la soixantaine, il découvrit que son corps commençait enfin à le trahir d'une manière que son esprit ne l'avait jamais fait. Il ne pouvait plus piloter un avion, mais son esprit restait toujours aussi vif, rempli de souvenirs vifs de son époque en tant qu'aviateur de Tuskegee. Le jour de son 95e anniversaire, sa famille a organisé une surprise spéciale. Ils l'ont emmené sur un petit aérodrome où l'attendait un P-51 Mustang restauré. Alors que James s'approchait de l'avion, passant sa main le long de son fuselage élégant, il fut transporté dans le temps. Il pouvait presque entendre le rugissement du moteur, sentir les vibrations des commandes dans ses mains. Le pilote, une jeune femme afro-américaine, a invité James à s'asseoir dans le cockpit. Alors qu'il s'installait dans le siège familier, ses mains trouvant naturellement leur place sur les commandes, les larmes lui montèrent aux yeux. Pendant un instant, ce n'était pas un homme de 95 ans. Il était redevenu ce jeune lieutenant, plein de détermination et de rêve, prêt à conquérir le monde. Alors que le moteur rugissait et que la Mustang commençait à rouler, James ferma les yeux, laissant les sensations l'envahir. Et dans son esprit, il planait à nouveau à travers les nuages, ange gardien des bombardiers, défenseur de la liberté. Preuve que le ciel appartenait bien à tout le monde. Une fois le vol terminé et que James a été aidé depuis le cockpit, il s'est retrouvé entouré d'une foule de personnes. Il y avait d'autres anciens combattants, de jeunes pilotes et des citoyens ordinaires, tous là pour lui rendre hommage et pour ce qu'il représentait. En regardant leurs visages, il ne vit pas seulement de l'admiration, mais aussi de la compréhension. Il savait que son histoire, celle des aviateurs de Tuskegee, n'était pas seulement un récit de gloire passée, mais un appel continu à l'action. Au crépuscule de sa vie, James Howard savait qu'il avait participé à quelque chose de vraiment extraordinaire. Les aviateurs de Tuskegee n'avaient pas seulement mené une guerre, ils avaient changé une nation.
Leur courage face au danger, leur dignité face à la discrimination et leur excellence face aux faibles attentes ont contribué à écrire un nouveau chapitre de l'histoire américaine. Alors qu'ils regardaient le P-51 Mustang décoller, grimper dans le ciel bleu clair, James sentit un sentiment de paix l'envahir. La bataille que lui et ses camarades avaient engagée n'était pas terminée, mais elle était poursuivie par les nouvelles générations. L'héritage des aviateurs de Tuskegee a perduré, non seulement dans les musées et les livres d'histoire, mais aussi dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui ont osé rêver d'un monde plus juste et plus égalitaire. Et tandis que le bruit du moteur de la Mustang s'éloignait, James sourit. Il a touché le ciel, brisé les barrières et contribué à changer le cours de l'histoire. Ce fut un voyage long et souvent difficile, mais alors qu'il se tenait là, entouré de l'héritage qu'il avait contribué à créer, il savait sans aucun doute que tout cela en valait la peine. L'histoire des aviateurs de Tuskegee, son histoire, continuerait à nous inspirer, à nous mettre au défi et à nous rappeler qu'avec du courage, de la détermination et de la foi, nous pouvons dépasser les limites que d'autres nous imposeraient. C'était un héritage non seulement de prouesses en combat aérien, mais aussi du triomphe de l'esprit humain sur l'adversité. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur l'aérodrome, James jeta un dernier coup d'œil au ciel. Dans son esprit, il pouvait les voir tous là-haut, ses camarades aviateurs de Tuskegee, leurs Mustang à queue roue scintillant au soleil, montant toujours la garde sur les espoirs et les rêves des générations futures. Et avec cette image dans son cœur, le lieutenant James Howard, Tuskegee Airman, héros américain, s'est tourné vers son pays, sachant que l'héritage que lui et ses camarades avaient forgé continuerait à prendre de l'ampleur longtemps après leur dernier vol. Fin.